sur le dernier thème, nous avons un invité. C'est M. Kabine Keïta. Il est président de l'association estudiantine et scolaire de Guinée. M. Kabine Keïta, bonsoir. Bonsoir M. Vali, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Yoma TV et je dis bonsoir à ceux qui sont autour de ce plateau, des analystes, des éminents analystes, surtout Dame Kadiatou que j'ai connu dans le mouvement étudiant, qui ont été en fait nos prédécesseurs et je suis fier de l'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Ça fait honneur aux organisations que nous avons portées, que nous continuons à porter jusqu'à maintenant. Bien, merci d'être parmi nous ce soir. Donc nous allons parler de l'observation des examens nationaux. Vous êtes un des observateurs, ou si vous voulez, l'association estudiantine et scolaire de Guinée est l'une des principales organisations non gouvernementales à observer ces examens. Mais il faut le préciser de façon indépendante. Oui, okay? Oui. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'association estudiantine et scolaire de Guinée? L'association scolaire et estudiantine de Guinée est une organisation d'élèves, d'étudiants et aussi de jeunes diplômés qui en tout cas ont eu la vocation de participer à l'essor de l'école guinéenne, qui ont décidé en fait d'apporter leur bouteille d'oxygène à cet édifice que nous voulons construire ensemble, c'est-à-dire la Guinée. Donc nous avons pour objectif d'abord la défense des droits des élèves et étudiants de Guinée, ce qui est une vocation syndicale, mais à côté nous faisons la promotion de la citoyenneté et aussi et surtout la lutte contre la fraude et la corruption. Et ce qui revient à dire que nous faisons la promotion de la transparence, la promotion de la bonne gouvernance. Donc c'est ce qui explique notre implication depuis 4 ans dans l'observation indépendante des examens nationaux. Parce que pour nous, les examens constituent un véritable baromètre, sinon le principal d'ailleurs en Guinée, par lequel on mesure la qualité de l'enseignement. Donc s'il revient à dire à chaque fois que vraiment des cas de fraude sont signalés par-ci et par-là, ça ne fait pas honneur à notre pays et c'est pourquoi nous nous battons au moyen d'abord de campagnes de sensibilisation, de moralisation et en plus de veille, d'alerte, d'observation et de dénonciation pour que chacun puisse jouer son rôle dans l'intérêt en tout cas de l'école guinéenne. Merci beaucoup M. Keïta. Ouais. On va faire le tour de table. Allons-y. Madame Kadiatou, vous avez la première question, puisque il semble bien vous aimer avec le discours élogieux et dithyrambique qu'il a adressé à votre personne. Allons-y, Madame Kadiatou. Laissez tomber tout ça, discours ou pas, laissez tomber tout ça. Ce que moi je veux savoir, c'est est-ce que parmi les centres que vous avez eu à voir, est-ce que vous pouvez nous affirmer ici qu'il n'y a pas eu utilisation de téléphone dans ces centres-là? Ça, c'est la première question que je pose. Okay. La deuxième question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous affirmer, comme le dit le ministère, qu'il n'y a pas du tout eu de communication dans les centres, genre il n'y a pas eu de fraude? Est-ce que vous pouvez l'assurer? Non, pas du tout, pas du tout. D'abord, il faut dire que l'utilisation des téléphones, c'est quelque chose de plausible. D'abord, vous avez vu tout au long du BEPC, ce dont on va parler tout à l'heure, que dès que les sujets sont lancés, nous déplorons que des individus possèdent des téléphones dans les salles de classe, les photographient et puis les mettent en ligne. Donc personne ne peut nier qu'il y a eu utilisation de téléphone. C'est parce qu'il y a eu utilisation que des gens ont été appréhendés. Dans leur utilisation, certains ont été exclus, et d'autres ont été d'ailleurs traduits, je crois, devant certains commissariats et des postes de gendarmerie. Oui. Donc on ne peut pas nier l'évidence de l'utilisation des téléphones. C'est une réalité. Quant à la commission de la fraude, nous savons que la fraude, elle se fait en tout cas selon plusieurs formes. Vous savez, même la simple communication entre candidats dans une salle de classe constitue une fraude. Eux-mêmes, ils ont déclaré avoir pris, en tout cas, des surveillants en train de communiquer des réponses aux candidats qu'ils ont tout de suite renvoyés. C'est de la fraude. La substitution, c'est de la fraude. La communication interne et externe, c'est de la fraude. Les infiltrations de sujets, c'est de la fraude. Même le fait de substituer des surveillants, c'est de la fraude. Donc la fraude, c'est tout moyen illégal qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir tricher dans une salle d'examen. Donc personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a de la fraude. Nous saluons d'ailleurs parce que c'est ce que nous avons toujours demandé ces dernières années, c'est-à-dire que l'impunité autour de la fraude aux examens cesse en fait. Donc c'est pourquoi on a toujours demandé que la loi soit strictement appliquée. C'est maintenant que certains commencent à parler du code pénal. Mais nous avons, il y a 4 ans en arrière, on a toujours parlé du code pénal
dont certaines dispositions que j'ai citées ici. Je crois que ça tombe bien d'ailleurs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un élément que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est la judiciarisation des cas de fraude, en fait. Ouais. Vous avez peut-être entendu avec nous ici, des gens ont été déjà présentés, qu'on appelle ça, devant les tribunaux. Ok. On parle de peine d'emprisonnement prévue. Est-ce que vous, en tant que ONG qui est censé protéger les élèves et les étudiants, est-ce que vous comprenez que des élèves soient condamnés en justice pour des cas de fraude? Écoutez, je ne parle pas des surveillants, des superviseurs. Cela pose deux cas. Ça pose deux cas. Vous savez, les élèves qui sont par exemple au CE et je crois au BEPC, beaucoup d'entre eux sont des mineurs. Donc si il se trouve qu'ils ont été véritablement pris en flagrant délit de fraude, donc à mon avis, ce sont les dispositions prévues par les règlements généraux qui peuvent s'imposer. C'est-à-dire que le candidat soit exclu, non seulement pour la session en cours, mais aussi de la prochaine session du même examen. Donc cette disposition peut s'appliquer à ceci. Mais si ce sont des majeurs, nous pensons que le code pénal pourrait s'appliquer. Peut-être pas, parce que les peines sont minimales et maximales. Donc peut-être on peut par exemple condamner un candidat au baccalauréat en sursis, peut-être à 3 ans de prison en sursis. Et donc si cette charge déjà pèse sur sa tête, ça veut dire que s'il reprend, en tout cas avec les mêmes méthodes de fraude et autres, il peut être enfermé dans une prison. Voilà. Donc je pense que vraiment le code pénal doit être appliqué dans sa plénitude aux majeurs. Monsieur Keita, je pense que pour nous, évaluer un enfant, c'est d'abord participer à son éducation. Si déjà au baccalauréat, l'enfant doit sortir avec un casier judiciaire déjà sali par une condamnation pour fraude, est-ce que vous ne pensez pas que c'est excessif et c'est une menace même pour la poursuite? Non, ce n'est pas excessif. Nul n'est censé ignorer la loi. Par exemple, lors de nos campagnes... Ça reste encore des enfants, ça reste des élèves. Par exemple, lors de nos campagnes de sensibilisation, dans une classe, lorsque vous dites par exemple que le code pénal a prévu que vous faites 3 ans de prison, les gens crient. Parce que beaucoup ne croyaient pas en fait. Mais je pense que maintenant, avec des cas d'arrestation et de poursuites judiciaires, beaucoup pourront se calmer. Donc moi je pense que ceux qui participent à la fraude sont des éléments nuisibles au bon fonctionnement de l'école. Une dernière question. Vous avez une dernière question. Vous savez, est-ce qu'on ne peut pas parler de double peine d'ailleurs? L'enfant, il perd la session en cours. Double session. Ok? Il perd la session de l'année suivante. Et il est poursuivi judiciairement. Est-ce que quelque part, on ne contribue pas nous-mêmes à détruire nos élèves? Parce que c'est ça aujourd'hui la grande question. Nous, on ne parle pas de qualification du système éducatif guinéen pour le plaisir en fait. Mais c'est à l'avantage de ces enfants-là. C'est au profit de ces enfants-là. Si les sanctions disciplinaires qui doivent tomber sont de nature à compromettre leur éducation ou leur formation future, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille revoir cela? Nous ne souhaitons pas qu'il y ait de l'exclusion dans nos écoles. Mais la fraude, la corruption sont des phénomènes qui déciment les bases de notre éducation. Or, le législateur a été strict en la matière. L'article 688 dont on parle évoque la tentative de la fraude, qui est punie de la même peine que la commission de la fraude. Et je pense que les règlements généraux aussi en font cas. Mais sauf que là, on parle d'un renvoi du candidat ou d'une élimination, même pour, n'est-ce pas, la prochaine session. Donc, c'est certainement... Si le plaidoyer que vous faites doit être pris en compte, il va falloir que les dispositions de la loi soient modifiées et qu'il soit précisé que si c'est le candidat, que la disposition disciplinaire lui soit appliquée, mais que si c'est le surveillant, que, n'est-ce pas, le code pénal, c'est-à-dire peine d'emprisonnement soit appliquée. Mais ce serait 2 poids, 2 mesures en tout cas. Oui, mais le surveillant ne peut pas être sur un pied d'égalité avec le... Non, mais lui aussi c'est un enseignant. Lui aussi c'est un enseignant. Lui aussi, si on le met en prison, peut-être que c'est des centaines d'élèves qui n'auront pas accès à leurs cours. Une petite question, M. Kaba, vous, Keita, en tant que défenseur des droits des étudiants et des élèves, chose qu'on a toujours menée, est-ce que vous pensez que le non-respect des formes ne peut pas entacher ces prochaines condamnations ou bien ces prochains procès de vice de forme? Lorsqu'on publie déjà l'image de la personne sans tenir compte de la présomption d'innocence, vous pensez que cette façon de faire-là est-elle bonne pour les prochaines séances?
Ben, je pense que c'est un fait, c'est-à-dire publier l'image de quelqu'un, ça c'est vrai, mais on n'a pas pris des images dans les rues pour publier. Non, c'est un délinquant ou c'est un présumé, n'est-ce pas, délinquant qui a été pris, n'est-ce pas, en flagrant délit de fraude. Pourquoi? Est-ce que ce délinquant n'a pas de droit? Non, si. Est-ce que la flagrance a valeur de condamnation judiciaire? Non, pas du tout. J'en viens. Jusqu'à preuve de contraire. Ils sont soupçonnés de fraude, ils ont été pris, certes en flagrant délit, mais il appartient à un juge, n'est-ce pas, de prononcer leur culpabilité. Donc, de ce fait, nous allons plaider quand même que quand il y a publication d'images, peut-être qu'on masque leur visage, qu'on floute leur visage en tout cas, ça aussi, c'est une garantie de respect de leur dignité. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut respecter leur intégrité, leur dignité, mais quand même mettre leur identité, c'est-à-dire leur nom, prénom et autres, ça, ce n'est pas mal. Mais je pense que le ministère devrait faire moins dans la propagande autour de ces cas de fraude, parce que nous, par exemple, lorsque nous voyons ces types de cas, nous pouvons vraiment relayer, mais nous, quand même, nous respectons l'intégrité, la dignité des personnes mises en cause. Parce que vous reconnaissez qu'il y a de la propagande autour de cette histoire quand même. Non, nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons. Le ministre lui-même qui publie la vidéo des présumés fraudeurs. Non, on va venir. Bon, monsieur Panlé va poser sa question. Parce que par rapport à ces fraudes-là, aux noms qu'on est en train de publier, il y a des... Les noms sont communiqués, les PV sont communiqués, les écoles d'origine, les matricules et tout. Alors qu'il y en a, le procureur lui-même a plaidé la relaxation pour ces gens-là, parce que tout simplement... C'était des délinquants primaires. Non, pour les surveillants, même parce qu'on considère qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Donc tu vois, on a déjà fini de les saluer. Parce que dans le subconscient des gens, ils sont coupables. Même si on les revoit dans la rue demain, on dira que c'est des voleurs. Maintenant, moi, vous savez, sur ce point, le ministère, c'est-à-dire... je ne sais pas si on peut dire que c'est de la propagande ou de la communication. C'est-à-dire, ils veulent jouer sur le sensationnel. Si vous... Oui, mais quand on joue, moi je pense que le message qui doit être adressé au service de communication, c'est d'atténuer un peu les adverbes et les qualificatifs à l'endroit de ces messieurs. Je suis tout à fait d'accord. Vous et moi, on sait que c'est de la propagande. Ça, il n'y a pas à discuter. Non, ça, je suis d'accord. Donc, je me dis et je le répète, le système éducatif n'a pas besoin de propagande. Ça, c'est vrai. Faites votre travail et c'est le travail qui parlera. Ça, c'est vrai. Alors, deux questions. La première, c'est par rapport à ces réseaux sociaux. Au BEPC, c'est que tous les jours, à peine le sujet est lancé, 10-15 minutes après, les réseaux sociaux étaient inondés tout de suite des sujets. Au bac, c'est moins évident. Pour l'instant, à ce que je sache, quel est le regard que vous avez par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez la même perception que moi? Deuxième chose, c'est en Haute-Guinée. On a pris beaucoup de personnes, notamment pour le bac. Pour le bac, bien entendu. Mais il n'y a que 16 personnes qui sont présentées devant les tribunaux. Quel est le regard que vous portez sur ça quand on sait que déjà la tentative de fraude est punie comme la fraude, même si ces gens-là n'étaient pas nous avons relevé, vous avez relevé ça. Voilà, quel est le regard que vous portez sur les deux voilà. Votre première question, je pense, c'est sur... les sujets qui inondaient. Qui inondaient. Vous savez, en fait, depuis 4 ans, nous parlons des réseaux sociaux. Depuis 4 ans, nous parlons d'utilisation des téléphones. Mais il n'y a jamais eu de stratégie efficace, en tout cas à la rigueur, qu'on a proposé pour pouvoir endiguer le phénomène d'utilisation des téléphones. Ce qui fait que les plus malins utilisent les téléphones en classe, peut-être les plus niais, je ne sais pas, en tout cas, sont pris dans les toilettes. Voilà, dans les toilettes et autres, pendant les moments de fouille. Par exemple, le ministre a dit, je crois que c'était le premier ou le deuxième jour du BEPC, qu'il aurait été informé, je ne sais pas par quel moyen, parce qu'il n'y a aucune technologie en fait, et qu'il aurait été informé. Et puis lui, il a directement appelé le DPE de Macenta, qui s'est déplacé du centre-ville pour une sous-préfecture, pour arrêter, n'est-ce pas, un candidat en possession d'un téléphone. Donc, en quelque sorte, le candidat trompe la vigilance d'abord des agents de sécurité, des deux surveillants, utilise les téléphones et c'est monsieur le ministre qui est informé. Non, mais par quel miracle? Voilà, ça pose une véritable problématique, n'est-ce pas? Des stratégies véritables pour éviter l'utilisation des téléphones. Par exemple, l'année dernière, il y avait
un début de solution. Je n'ai pas dit que c'était une solution, parce que même l'année dernière, nous avons reproché le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de détecteurs de métaux, parce que les docteurs Bano avaient fait une communication avec les mêmes chargés de communication et les mêmes porte-parole pour dire qu'ils avaient acheté quelques milliers de détecteurs de métaux. Alors qu'en réalité, ça ne dépassait même pas 300 détecteurs de métaux. Donc, en quelque sorte, si ces détecteurs avaient été instaurés cette année, par exemple encore, si ça avait été reconduit, et que les surveillants en amont avaient été formés à leur utilisation, aux méthodes d'utilisation, je pense qu'on pouvait encore empêcher beaucoup plus l'utilisation des téléphones. Donc, c'est pourquoi le ministère doit mettre en place un véritable bureau de stratégie, de réflexion, n'est-ce pas, sur les moyens rationnels et opérationnels pour pouvoir minimiser ces cas d'utilisation des téléphones. Si la solution extrême est de brouiller les réseaux sociaux pendant cette période, en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste dans la matière, sans préjudice vraiment aux autres opérateurs, je pense qu'il faut aller vers cela. Parce que nous sommes en train de voir certaines images. Avant de venir vers nous sommes en train de voir. Il a posé un élément, il a parlé des détecteurs de métaux. Je crois qu'il y avait un deuxième élément aussi. Oui. C'était la biométrisation en fait. Voilà. On a arrêté. Bizarrement, quand un ministre arrive, il remet à l'eau même les avancées du ministre précédent. Voilà, vous voyez ça par exemple. Vous voyez ça par exemple, nous avons dénoncé cela. On a dit s'il y a des acquis de grâce, maintenons cela et cherchons à améliorer-les. Est-ce que vous avez la même perception? Est-ce que vous confirmez qu'au bac, les sujets sont moins présents sur les réseaux sociaux? Au baccalauréat, ça a commencé hier. Et déjà, nous avons vu certains sujets, certains traités du moins, circuler. Mais je puisse quand même dire très sincèrement que depuis quelques cas d'arrestation effectués à Sigiri, les gens, c'est-à-dire ils ont fait de façon sophistiquée. Vous savez, avec les groupes WhatsApp, ce n'est pas très facile d'infiltrer. Exactement. Ce n'est pas très facile. Et la nuit même, la veille du baccalauréat, savez-vous que certaines écoles sont restées, les élèves sont restés à l'école jusqu'à 0h, 1h du matin? Dans notre groupe, par exemple, dans notre groupe de relais des informations, on a envoyé des gens autour de certaines grandes écoles pour rester éveillés, pour savoir est-ce que les élèves sont encore à l'intérieur. Certaines écoles, je vous assure, les élèves ont quitté à 1h. À Conakry. Dans quelle commune? Non, un peu partout. Un peu partout. Donc, vous voyez, non. Donc, il y avait des stratégies parce que beaucoup se disaient... C'est le moment de dire à ces écoles qui continuent à rester toute la nuit à l'école, les gens qui sont arrêtés. Voilà, vous savez, pour le cas spécifique de Sigiri, nous avons été clairs. Il y a un autre article qui est en ligne il y a 2 ans. Il y a un autre rapport qu'on a fait il y a 2 ans, de 2020, où on a qualifié Sigiri de Eldorado de la fraude aux examens nationaux. Vous avez même pas le cartel de la fraude? Oui, je vais vous lire ce petit passage. Je vais vous lire ce petit passage en 2 secondes. Il s'agit de l'existence d'un cartel d'écoles privées qui corrompt à la fois les responsables de la DPE de Sigiri et de l'IRE de Kankan. À quelques jours du déroulement du BEPC 2020, ces écoles cartels, en tout cas privées, ont réclamé et obtenu des élèves des sommes, etc. Vous voyez, non? Donc, à l'instar de Sigiri, plus tard, on précise dans le rapport, à l'instar de Sigiri, presque toutes les autres préfectures et régions du pays ont enregistré des cas de fraude massive lors des examens. Vous savez, non? Donc, ce cartel d'écoles privées, et ça nous donne raison, en tout cas, parce que... je ne vais pas citer leur nom, mais vous avez vu leur nom, n'est-ce pas, un peu partout. Ça dénote de l'ingéniosité de ces gens en matière de fraude. Mais ça dénote aussi de la médiocrité du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de son service examen dans la prévention des cas de fraude. S'il vous plaît. Donc, c'est une médiocrité en fait qu'on ne peut plus supporter. Il faut que le ministère de l'enseignement qualifie la qualité de l'école pour éviter tout ce qu'on est en train d'assister. Parce qu'aujourd'hui, il y a une affluence mais extraordinaire, une ruée extraordinaire vers les écoles de Kankan, vers les écoles de Sigiri, etc. pour pouvoir obtenir le baccalauréat. Mais je vais vous dire quelque chose. Les camarades de Sigiri, les parents de Sigiri et autres ont intérêt, en tout cas, à participer à l'amélioration de la qualité de l'école là-bas. Donc, nous saluons ces cas d'arrestation. Mais ce que nous ne comprenons pas, par contre, et une exception qui avait été relevée tout à l'heure, on a parlé de 96 téléphones saisis dans la DPE de Kankan. Or, normalement, on estime que chaque élève au moins portait peut-être un téléphone. Estimons un téléphone. Mais sur les 96 cas, c'est 16
candidats qui ont été éliminés. Or, la tentative de fraude devrait être punie, n'est-ce pas, de la même sanction que la commission de la fraude. Et ça, c'est précisé noir sur blanc par les règlements généraux des examens scolaires. Dans la DPE de Sigiri, il y a 38 candidats, en tout cas hier, qui ont été éliminés. Mais combien de téléphones ont-ils été saisis? Est-ce que c'est 38 téléphones ou bien ça va au-delà de ça? Là aussi, il n'y a vraiment pas de lisibilité. Donc moi, je pense... C'est pas une nouveauté, hein? Oui, c'est pas une nouveauté. Le ministère, les téléphones qui ont disparu étrangement. Non, moi, je vous fais une révélation. L'année dernière, les téléphones ont disparu. Je vous fais une révélation. C'était en 2020, je crois. Oui, l'année surpassée. En fait, j'ai rencontré un cadre du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Juste, il sortait du centre lycée Ahmed Sékou Touré. Il m'a appelé, il dit, mais viens. Son téléphone, le coffre de son téléphone, il y avait un carton en fait, qui était presque rempli de téléphones. Et nous avons été surpris qu'à la fin, n'est-ce pas, des évaluations, qu'on nous présente un nombre minimum de téléphones, même qu'on pourrait prendre peut-être dans 2 ou 3 ans. Un vol organisé de téléphones par les cadres du ministère. Parce que sous Dr Badou, il faut le dire, sous Dr Badou, je vous assure que des téléphones ont été vraiment, jusqu'à ce que tout un centre d'examen, je crois, avait été éliminé à l'époque. Effectivement. Tellement que l'ampleur avait excédé vraiment l'entendement humain. Donc je pense qu'avec cette recrudescence de la fraude, il va falloir encore qu'on resserre les ceintures et qu'on réfléchisse à des stratégies vraiment rationnelles pour pouvoir vraiment mettre fin à ça. Donc les prestations de serment pour vous, c'est pas la peine. Hein, non, vous savez, en violation d'une des dispositions des règlements généraux, nous avons vu des badges circuler où il était inscrit gardien du mérite. Gardien du mérite. Ce sont les fameux 300. Oui, allons-y. S'il vous plaît, ce message, c'est à l'endroit de monsieur le ministre. Gardien du mérite. Et de tout son cabinet. S'il vous plaît. On ne peut pas élaborer des règlements généraux et puis les violer en même temps. Et exclure d'autres Guinéens qui, légitimement, au nom du contrôle citoyen de l'action publique, n'est-ce pas, de les empêcher de... Écoutez, on a vu ces messieurs, il n'y a pas de problème. Mais... même quand vous appelez tout de suite les cadres du ministère, ils vont dire non, les règlements généraux ne permettent pas à tous ceux qui ne sont pas du jury national ou de la commission de surveillance de mettre les pieds dans un centre d'examen. Mais et ceux qu'on appelle là, les gardiens du mérite, ils ont des badges. Mais il y a une opacité autour de ça. Oui. Donc c'est pourquoi j'interpelle monsieur le ministre. Il ne faut pas qu'il cautionne 2 poids, 2 mesures. Oui. Nous avons demandé une simple accréditation. On nous a dit que ce sont ces hommes de confiance. Hein. Après tout, vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. Non, madame, le problème, c'est pas ça. Le problème est que on a toujours invoqué les règlements généraux. Nous empêchons d'avoir accès à une accréditation. Mais vous savez... Mais ceux qui sont appelés gardiens du mérite ne sont pas de la commission de surveillance, ne sont pas du jury de supervision, ne sont même pas du jury national. À la fin des examens, on aura Guillaume ici. Allez voir monsieur Keita, on a de façon détaillée. Non, comment ça a été utilisé, parce que c'est important. Oui, monsieur Alpha. C'est par rapport aux fuites. Est-ce que dans votre observation, vous avez constaté de l'entrée en 7e année jusqu'à nos jours, est-ce qu'il y a eu fuite dans votre observation? Je ne parlerai pas de fuite du sujet, mais je peux parler de marchandage de sujet. Ça veut dire? Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'il y a très souvent des sujets ou des libellés qui ont circulé et qui ont fort bien ressemblé à certains contenus. Ça, c'est des simulations. Non, écoutez, c'est pourquoi je parle de marchandage de sujet. Donc pour moi, ça n'a pas commencé. Pour moi, on ne devrait même pas avoir, je ne sais pas si c'est des montages Photoshop ou quoi, mais on ne devrait pas avoir de sujet ou de semblant de sujet estampillé avec les références du ministère, en tout cas typiquement avec les codes barres QR et tout ce qu'on a vu. Donc normalement, puisqu'on a parlé de technologie cachée, cela aussi devrait être empêché. Parce que nous, on a, vers les 1h du matin, à la veille du baccalauréat, nous avons vu un sujet d'histoire, franchement, un sujet d'anglais du moins. Franchement, ça ressemblait au sujet du bac. Voilà, au contenu du sujet qui est venu. Mais nous ne parlerons pas tout de suite de fuite, mais quand même, nous assumons parler de marchandage du sujet. Ça, au moins, c'est clair. Voilà, parce ça ressemblait typiquement. Beaucoup de candidats ont veillé dans les écoles ce jour pour avoir accès à certaines... J'ai une photo même de cette carte d'accès des gardiens ou gardiennes du mérite. Les gardiens ou gardiennes du mérite. Voilà, donc cette organisation
je ne sais pas, qu'on appelle ça. Si le réalisateur peut fantomatique, il faut le dire, parce que non, mais c'est vrai. Personne ne sait exactement. Non, monsieur Bali, il y a quelque chose que je